Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast inspirant qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Mais en réalité, ça veut dire quoi ? Dans mon approche, tout changement est considéré comme un deuil. Qu'il s'agisse d'un décès, d'une séparation, d'un licenciement, d'un burn-out, d'un accident ou d'une crise de sens, tous les types de deuil sont abordés ici sans tabou. Mon objectif est de vous transmettre des ressources et des réflexions pour appréhender toute notion de finitude dans nos vies. Partager le micro pour témoigner son vécu, décrypter un sujet d'actualité sous l'angle du deuil ou éclairer nos connaissances sur ces sujets, on peut vraiment dire que je parle de la mort et des deuils à toutes les sauces. Alors, qu'avons-nous au menu cette semaine ? Sandra, bonjour à toi, je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode qui fait suite en plus hier à la journée du sourire. Ça peut nous permettre déjà un tout petit peu d'introduire le thème de cette semaine. Mais avant qu'on rentre plus en profondeur, déjà un grand merci et puis je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Bonjour, merci de m'inviter, je suis très contente. Je m'appelle Sandra, je vis à Lyon et je suis clown à l'hôpital depuis 2016. Je suis aussi maman d'une fille qui a 12 ans, donc qui est en train de passer de l'enfance à l'adolescence et c'est pas rien. Et j'ai aussi au fil du temps de ma vie, je me rends compte que le deuil prend une place différente. Et c'est vrai que je suis super contente d'être là aujourd'hui parce qu'en fait, on parle souvent du deuil comme de la mort uniquement. Et effectivement, moi, je l'ai connu parce que j'ai perdu mon papa il y a 5 ans et c'était le plus gros deuil de ma vie. Mais en même temps, on sent que le deuil, c'est autre chose. C'est le deuil d'une vie rêvée, c'est le deuil de ce qu'on fantasme, c'est le deuil de sa jeunesse. Enfin, que le deuil est présent tous les jours dans sa vie. Exactement. Et je pense que c'est en tout cas un des points qu'on a au commun et qu'on partage en fait dans cette manière d'approcher, de percevoir et d'appréhender en fait les deuils. Et du coup, je le mets volontairement au pluriel. Justement, dans cet épisode, on va parler de l'aspect rire dans le sens humour. Il y a peut-être même des personnes qui doivent se dire comment on peut allier le terme rire et humour ou le terme clown, comme tu l'as dit, parce que c'est ton métier justement en milieu hospitalier. Avant peut-être d'entrer réellement dans le vif du sujet, tu viens un tout petit peu déjà de l'aborder, justement, à quoi le mot deuil ou les deuils se réfèrent pour toi dans ton quotidien, dans ton métier, dans ta présence aussi auprès des enfants, mais aussi auprès des personnes âgées. Ça fait écho à quoi ? Qu'est-ce qui te vient intuitivement ? Le deuil, c'est par exemple dans mon métier, si on va directement là-dedans, moi je me rends compte que c'est justement le deuil d'une santé idéale. C'est-à-dire que du moment où tu franchis les portes d'un hôpital, d'un service pédiatrique, d'un EHPAD, tu fais le deuil de quelque chose. En fait, c'est le deuil d'une santé idéale, celle qu'on aimerait, et d'une santé idéalisée aussi. Est-ce que ça te parle aussi dans ce sens-là ? Mais complètement idéalisé dans le sens où déjà quand t'es parent et que tu dois franchir le seuil d'un hôpital, que ce soit pour une bronchiolite ou une gastro ou pour quelque chose de plus grave, parce qu'on va t'annoncer un cancer ou quoi que ce soit, c'est la même chose en fait. Toi, t'as pas idéalisé ça pour ton enfant. Et tu vois aussi qu'en tant que parent, c'est le deuil de pas avoir su protéger ton enfant. C'est quelque chose que tu vois ou que tu entends ou que tu ressens justement quand il y a des parents qui arrivent avec un enfant pour un diagnostic, on va dire, léger, comme tu disais, une gastro, ou alors des diagnostics plus lourds et plus difficiles à entendre et ensuite à accepter ? Moi, je vois que le parent réagit de la même manière, en fait. Et c'est pour ça que dans mon métier, quand je suis en service pédiatrique, j'y mets exactement la même intention et le même engagement, que ce soit aux urgences, que ce soit en pédiatrie générale, que ce soit en chirurgie, que ce soit dans tous les services. Pour moi, j'ai exactement la même approche et le même engagement. Parce que justement, il y a ça, se dire, c'est le drame absolu pour un parent. C'est ce qui peut lui arriver de pire que son enfant à être pas bien. Ouais, justement, quand on dit santé idéale ou santé idéalisée, c'est le côté où en fait on se dit toujours c'est pour les autres. Mais ça, c'est de manière générale dans le deuil, comme un accident, une maladie. Là, c'est un peu notre exemple. Ou
un décès, voilà, c'est toujours pour les autres ou alors, c'est dans les films. Mais, non, bah, moi, ça va aller. En tout cas, j'aimerais que ça aille. On l'aimerait tous, ça, on est d'accord. Et que justement, c'est ce qui fait aussi le tabou parce qu'on n'ose pas en parler, un peu comme si, il y a le côté un peu superstition aussi. C'est par rapport aussi à ça, est-ce que tu vois des parents qui peut-être en passant la porte de l'hôpital ou alors, même des personnes âgées, hein, qui en passant justement la porte de l'hôpital pour un diagnostic, pour une maladie, pour quelque chose qui risque de leur être annoncé, qui finalement se prennent peut-être violemment en fait le fait que ah oui moi aussi ça peut m'arriver et en fait ce que je ne contrôle pas bah, par définition je le contrôle pas donc même si je voudrais ne pas être malade qu'on m'annonce pas de diagnostic je n'ai pas de prise justement sur cette information sur ce mécanisme il y a un peu ce côté là ou pas du tout. Oui, moi je le sens qu'il y a quelque chose qui t'échappe. C'est-à-dire que par exemple, tu as toutes les injonctions de la société qui te disent pour être en forme plus longtemps, pour avoir une meilleure santé, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors t'imagines si en tant que maman, tu as tout fait bien, tu as allaité, t'as fait une grossesse parfaite, tu as été calme, tu as été serein et qu'en même temps, ben, tu te retrouves soit en service de néonat parce que tu as une urgence vitale sur ton bébé, alors que pourtant, tu as tout fait bien. Et pareil que si tu as fait exprès d'allaiter, d'accoucher par voie naturelle pour que ton bébé ait un système immunitaire impeccable, mais que n'empêche, tu te retrouves aux urgences pour une bronchiolite, ben, du coup, tu as toute cette culpabilité de parent qui vient et que du coup, c'est accepter en fait aussi que tu ne peux pas tout faire bien. Ouais. C'est le deuil du parent idéal aussi. C'est super intéressant ce que tu dis. Ouais, c'est le justement, bah, en fait, c'est dans cet idéal de manière globale, dans tout ce qu'on idéalise, dans nos attentes, dans nos envies, dans le fait qu'on aimerait que la vie soit comme ceci, que notre enfant ait une bonne santé, etc. Mais ça reste des attentes, ça reste des projections, ça reste des idéaux il y a des possibilités et un pourcentage qu'on puisse y coller, mais ce pourcentage, il est, on va dire, allez, disons, soyons gentils, disons à 50-50. Donc, il y a 50% de chances que ça arrive et 50% de chances que malheureusement, ça n'arrive pas. Le fait de, peut-être de s'y intéresser, tu vois, en amont, d'en parler, de se rendre compte, bah, rien que peut-être en écoutant cet épisode, peut-être de mettre pause un instant et de se dire, ben, tiens, je suis pas malade, je suis a priori en bonne santé, ou en tout cas, je semble aller bien, en tout cas, je me sens bien dans mon corps. Mais tiens, c'est vrai que demain, il peut m'arriver quelque chose. Le fait d'avoir cette réflexion, est-ce que pour toi, ça vient, comment dire, peut-être pré-accompagner le fait que un jour, d'une manière ou d'une autre, rien que par la vieillesse, par exemple, si on parle même pas de maladie ou de cancer, ce genre de choses, mais rien que le fait de la vieillesse, ben oui, on va avoir un deuil en soi à faire en nous avec des capacités physiques. Est-ce que le fait d'avoir donc cette réflexion en amont, ça peut être un élément qui te semble pour toi ressource, et donc par exemple pour un parent dans l'exemple qu'on donnait, une ressource intéressante pour se dire ok, il y a cet idéal, mais si je garde mon exemple, il y a 50% de chances de se réaliser et 50% de chances de ne pas se réaliser. Moi, je trouve ça bien parce que justement, pour moi, la vie, c'est que ça va arriver. À un moment donné, il y a quelque chose qui va t'arriver. Tu sais pas la hauteur, tu sais pas l'intensité, tu sais pas la grandeur. Et j'entends des gens des fois qui disent ah moi j'ai de la chance, j'ai pas eu ça par rapport à d'autres. Et moi je me dis en fait je le dis jamais parce que je pensais que j'avais une famille où tout allait bien, qu'on n'avait pas connu de drame, et du coup, on s'en est enquillé, mais plein d'un coup, et que ça nous a fait presque trop. Donc, je sais que ça arrive, et qu'en même temps, c'est impossible d'être épargné. Il y a un moment, ça va arriver. Donc, soit tu fais l'autruche en te disant, non, ça n'arrive qu'aux autres, soit tu te dis, oui, ça va m'arriver, mais en même temps, pas non plus arriver sur la question, oh mon Dieu, je fais plus rien parce que ça va arriver et je vais pas être capable de le surmonter, qu'est-ce qui va se faire? Ça va arriver, et ce qui est juste incroyable, et c'est ce que je vis au quotidien, c'est de voir que ça se surmonte. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en fait, de garder cette croyance de dire, ok, ça n'arrive pas qu'aux autres. Je sais qu'un jour, ça va m'arriver sur le coin de la tronche. Je sais pas quoi, comment. Ce sera peut-être pas le pire truc que j'imagine. Peut-être que c'est là. Mais n'empêche, je me prépare et je sais qu'en fait,
malgré la douleur qu'on va traverser, en fait, on surmonte. Et moi, je rencontre... Et c'est ça la beauté de mon métier, c'est que souvent on me dit, ouah, ça doit être hyper dur, comment vous faites? Ah bah, c'est un autre point commun qu'on peut avoir Voilà. alors. Et moi, je dis tout le temps, mais vous vous rendez pas compte de la richesse que c'est aussi pour nous, parce qu'on apprend tellement, tellement. Je suis tout à fait d'accord avec toi et du coup, oui, alors si je le reformule comme ça, tu me diras si ça fait sens. Mais moi, je dis souvent le fait de méditer ou en tout cas de réfléchir à sa propre mort. Mais mort au sens large, c'est-à-dire la mort physique, le décès, la fin de notre corps, mais aussi les morts symboliques, la fin de quelque chose. En fait, la notion de finitude, c'est salvateur pour la vie, en fait, parce que ça nous permet de, tu disais, ben peut-être qu'il va m'arriver ceci, ben tiens, je peux peut-être déjà y réfléchir, qu'est-ce que je pourrais faire ou pas, sachant qu'on est d'accord que c'est un idéal, que c'est des projections et que le jour J, si vous arrive ça, peut-être que vous prendrez un autre chemin. Vous y aurez déjà réfléchi, vous serez déjà un petit peu, alors on n'est jamais totalement prêt pour autant, hein, disons-le, mais c'est comme si bah, le fait d'avoir déjà été face à la situation, de s'y être confronté, d'y avoir réfléchi, ça apaise notre rapport et notre relation en fait à cette situation. Et au contraire, ça peut magnifier la vie, le sens de la vie, de vouloir d'autant plus en profiter, de ne peut-être pas procrastiner et de pas se dire bon bah ok, je vais attendre 5, 10, 15, 20 ans pour faire ce que j'aime. Mais réellement d'avoir des focus, de se respecter, de croire en soi. Enfin, ça peut être, la liste, elle est pas exhaustive, c'est juste quelques exemples. Tu partages aussi cette philosophie-là? Ben complètement. En fait, entre ce qui m'est arrivé, tu vois, une année où j'ai accompagné mon papa qui avait un cancer, ou moi-même j'ai eu un cancer du sein, où on était sur une année complètement à frôler la mort tous les deux. Et lui, il est parti, et moi je suis guérie. Et en plus d'aller au quotidien voir des, des du drame ou des combats, que ce soit autant en pédiatrie qu'à l'EHPAD, ça me donne cette envie de, je veux pas perdre de temps. J'ai pas envie de perdre de temps avec le superficiel. J'ai envie de croquer la vie. J'ai envie d'aller de tout tester, mais pas non plus de façon boulimique. Mais je veux pas attendre que la fin arrive. En fait, je veux me nourrir. Et je le sens dans mon rapport avec ma fille, par exemple, où j'ai continué à nous gaver d'expériences ou de liens, parce que j'ai toujours cette idée que si je meurs demain, puisque j'ai imaginé ma fin, au moment où on m'a annoncé le cancer du sein, j'ai commencé à réfléchir à mes funérailles, quoi, à me dire je vais pas voir ma fille grandir et tout ça. Et du coup, la nourrir d'expériences et de liens, c'est pour se dire, si je meurs demain, elle aura ça avec elle pour avancer. Ouais, il y a comme une sorte de réflexion, de préparation avec des grands guillemets, parce qu'on est d'accord, on n'est jamais totalement prêt, hein, je le répète, mais en tout cas, une anticipation, une réflexion. C'est comme ça que je le dirais. C'est comme ça que tu le ressens aussi? Oui, tout à fait. Mmh. Ok, donc du coup, on voit que bon, la notion de deuil, elle est quand même présente de plusieurs manières, en fait, en tout cas dans ta vision des choses personnelles, avec l'exemple que tu as pu nous donner, mais aussi professionnelle. Je te propose que tu nous dises un petit peu, bah, justement, en quoi ça consiste le travail de clown, parce que je pense que peut-être la plupart des auditeurs et auditrices qui nous écoutent ont l'image du clown, bah, plutôt peut-être dans les cirques, ce genre de choses. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est pas pareil? Qu'est-ce que tu fais réellement? Comment ça se passe? Explique-moi tout ça. Effectivement, c'est bien de leur préciser, parce que souvent déjà on pense qu'on est bénévole quand on est clown à l'hôpital, et c'est bien de repréciser que c'est un métier, parce qu'en fait ça requiert énormément de compétences, et je m'en rends compte tous les jours. Donc à la base on est des artistes. Le clown à l'hôpital fonctionne toujours en duo. Ok. On fonctionne jamais seul. Ça, c'est dans la charte des clowns à l'hôpital, de la Fédération des clowns à l'hôpital, car nous avons une fédération. J'aime bien parce que ça montre qu'il y a un côté, enfin, tu vois, tu donnes le mot fédération, ça fait un côté très sérieux, alors que le côté clown fait un côté très léger. Et je trouve que c'est important de le dire, comme tu dis, c'est un métier, en fait, c'est pas juste un loisir, pas juste une activité comme ça. Non, c'est un réel métier avec tout son sens, en fait. C'est là-dessus que j'avais envie d'insister.
Ah oui, 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 on le prend extrêmement au sérieux. Ça, c'est évident. Et des fois, on peut même être piqué dans notre petit ego quand on nous parle de déguisement et pas de costume. Tu vois, c'est qu'on a quelque chose aussi. Et en même temps, cette conscience qu'on sert à rien. Mais du coup, on travaille toujours en duo. Et l'idée, c'est qu'en fait, on va à la rencontre d'une personne. C'est-à-dire que ce n'est pas un spectacle. On va aller de chambre en chambre. Et ça, c'est la même approche que ce soit en pédiatrie, en gériatrie, en EHPAD. Maintenant, il y a beaucoup d'associations qui travaillent aussi en hôpital de jour pour les adultes, sur les chimiothérapies, sur les dialyses et aussi dans les instituts pour personnes handicapées légères ou lourdes. Et du coup, c'est la même approche. C'est une rencontre de personnes. On fonctionne surtout en chambre en chambre. Et en fait, quand on va rentrer dans la chambre, on va, euh, on doit ouvrir d'abord nos antennes. C'est-à-dire essayer de sentir qui on a en face de nous, quel est l'état de la personne, quelle est son approche. Et sachant qu'avant de partir de chambre en chambre, on a toujours un temps d'échange avec les soignants. C'est-à-dire qu'ils vont nous faire, soit on fait une relève très sérieuse, un peu, avec des infirmières, des éducatrices, des animatrices, où on prend chaque personne une par une et on nous dit un petit peu ce qu'elle a, son humeur, si on peut y aller, les précautions qu'il faut prendre, s'il faut porter un masque, s'il faut porter une blouse. Ouais, c'est un travail de préparation, en fait, de sorte à ce que justement ce moment à 3, du coup, le duo de clowns et la personne, se passe au mieux et en fait lui soit le plus bénéfique. C'est ça derrière, hein, l'idée et la dynamique, j'imagine? Bah bien sûr, c'est qu'on fasse pas d'impair et qu'on fasse plus de bien que de dérangement en soi. Et du coup, une fois qu'on est là, quand on ouvre la porte, c'est presque le plus dur, c'est-à-dire c'est comment on va se présenter, comment on va rassurer. Et là, c'est le moment où on sort toutes nos antennes, comme je disais. C'est vraiment une sorte de feeling, c'est qu'est-ce que je ressens, comment je suis avec mon partenaire aussi. Le duo doit être extrêmement connecté. Et de temps en temps, on est à 3, mais parfois on peut être à 4 parce qu'il y a des chambres doubles. Parfois, on est à plus parce qu'il y a papa et maman. Parfois, on est à plus parce que quand on n'en est pas il y a le mari, il y a un soignant parce qu'on vient aussi pendant les soins. Donc en fait, c'est comment on fait cohabiter tout ça pour faire vraiment un moment unique. Mais sur une personne aussi qui a pas demandé qu'on soit là. Enfin, des fois, on nous appelle, mais en soi, c'est pas comme quand tu vas à un spectacle. Quand tu vas à un spectacle, tu as fait cette démarche. Ouais, la personne n'est pas forcément en demande, c'est plus elle reçoit quelque chose et du coup, faut que on va dire un maximum de conditions de l'environnement, ce qu'il y a autour, le duo, les personnes présentes ou pas, les antennes ouvertes, que tout ça, ben, toutes ces conditions soient réunies pour que la personne puisse au mieux recevoir, bah, finalement ce cadeau. Parce qu'en fait, c'est un cadeau que vous lui faites, mais peut-être que de prime abord, elle peut le comprendre autrement aussi. Ça t'arrive, tiens, d'ailleurs, qu'il y ait des personnes qui, ben, n'ayant pas fait la demande, sont peut-être réfractaires ou peut-être ne comprennent pas? Est-ce que c'est des situations que tu as déjà vécues ou que des collègues ont déjà vécues? Oh oui, ça nous arrive extrêmement souvent. Ça nous arrive extrêmement souvent en EHPAD parce que du Ouais. coup, ben, le clown, c'est associé à l'enfance, alors que nous, on a envie de toucher sur le sensible et de voir aussi comment nous, on a une humanité extrêmement dilatée d'émotions. Donc des fois, les premiers abords, c'est « Oh non, 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 j'ai pas le temps. Ah non, allez faire plaisir. Il y a des gens plus malheureux que moi. » Ouais. Et du coup, c'est quoi, votre réaction dans ces moments-là? On sent que c'est vraiment bloqué, donc on dit « Ah bah pas de souci, on s'en va. » Parce qu'aussi, on sait que c'est la chance. C'est-à-dire que dans tout le milieu hospitalier, ce qu'on a coutume de dire, c'est tu peux pas foutre à la porte le médecin, tu peux pas foutre à la porte l'aide-soignante, mais tu peux foutre à la porte le clown. Et du coup, ça te redonne un pouvoir ex- extrêmement important. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on s'appuie. Ce qu'on aime bien aussi quand on nous dit foutez-moi le camp, moi j'ai une collègue, elle m'a pris, elle m'a attrapé, elle m'a foutu le camp comme ça, elle m'a jeté de la porte et on dit voilà, c'était bien. Non mais je peux le faire mieux si vous voulez. Et du coup je suis revenue, elle m'a refouté le camp et du coup là on a réussi à jouer. Et Ouais, là on a OK. réussi à amener un peu du dérisoire parce qu'on l'a pris au pied de la lettre. Foutez-moi le camp et on joue avec ça et ça a marché.
Ouais, donc il y a quand tu dis il y a un jeu, est-ce qu'il y a l'aspect faire semblant? Parce que c'est aussi ce qu'un clown, en tout cas l'image qu'on peut avoir du clown dans notre société, c'est aussi un petit peu ce qu'il fait, il fait semblant. Est-ce que ce côté faire semblant est aussi valable dans les clowns à l'hôpital? Complètement. Mais en fait, on est plus sur un faire semblant des enfants de 2-3 ans, tu vois? Parce que souvent, il y a le faire semblant et c'est ce qu'on arrive sur la caricature du clown à des moments et que du coup, pour faire ce semblant qui soit juste et qui touche, c'est qu'il faut aller hyper profond en toi, aller toucher ton authenticité, aller toucher ton âme d'enfant. Et quand tu vois les enfants de 2-3 ans qui font semblant, ils font semblant avec une croyance incroyable. Et c'est ça qui touche. C'est-à-dire que si tu fais semblant sans croire à ce que tu te fais vivre, ça touche pas pareil. C'est là la différence pour toi, il y a le faire semblant en croyant à ce qu'on fait comme si c'était la réalité et du coup notre faire semblant, se rapproche ou en tout cas est imprégné de beaucoup de réalité et le faire semblant juste pour faire semblant, pour jouer un jeu, mais en ayant, enfin sans croire réellement à ce qu'on fait semblant derrière. Je sais pas si ma phrase est très correcte, mais est-ce que ma question est claire pour toi? Oui, 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 il y a de ça parce que du coup, c'est pas toujours très clair pour les gens et pour moi, c'est ça, c'est d'aller toucher quelque chose qui te, dans ton émotion, qu'elle soit juste. Après, on croit à ce qu'on fait, mais la différence du clown à l'hôpital, c'est qu'il y a quand même toujours un pilote. Et c'est ça qui est incroyablement difficile et on en a parlé aussi en analyse de pratique avec mes collègues. Parce que, par exemple, nous, sur l'association Docteur Clown où je vais en pédiatrie, on a un rendez-vous avec une psychologue tous les mois pour OK. déposer justement ce qui est difficile ou les questions qu'on peut se poser. Et ça, c'est important. Et, euh, et du coup, j'en ai perdu mon fil, mais c'était l'idée de se dire, il y a un pilote, c'est-à-dire que tu peux pas juste dire je viens faire le clown. Et ce qui est fatigant aussi, et ce qui demande d'aller régulièrement à l'hôpital. Si tu vas pas assez, tu as du mal à faire cet aller-retour entre le comédien, le pilote, le personnage. C'est-à-dire qu'on est complètement schizophrène dans le clown à l'hôpital. Quand tu dis le pilote, on est d'accord que c'est une part de toi, une de tes casquettes, c'est comme ça que tu l'entends, en fait. C'est ça, le pilote, c'est la part de toi qui sait avec quel objectif tu vas, avec les connaissances, justement, de la personne que tu vas aller voir grâce à ce travail de préparation. C'est à ça que tu fais écho? Tout à fait. C'est-à-dire, c'est celui qui va dire je m'adapte à la personne. C'est-à-dire qu'effectivement, je vais pas jouer de la même manière avec un bébé de 3 mois qu'avec un enfant de 6 ans, qu'avec un adolescent ou qu'avec une personne âgée. Si tu le prends au même niveau, tu as des chances de te prendre la porte alors qu'on n'a pas voulu te foutre à la porte. Et souvent, quand tu disais aussi quand est-ce qu'on se fait, qu'on nous dit non, on nous dit c'est un bébé, ça sert à rien. Mais ça, on oublie tellement souvent. Alors que les bébés, mais c'est tellement magique parce que nous, déjà, on arrive, on sourit. Et un bébé à qui on sourit, il sourit. Bah, la force du rire, la force du sourire, et c'est pour ça que c'était symbolique de faire suivre cet épisode suite à cette journée mondiale. Et du coup, tu me fais une très belle transition. Donc, tu nous as expliqué en quoi la notion de deuil peut être présente, on va dire, dans le milieu hospitalier, en quoi consiste le travail de clown. Et donc, justement, si on le met de manière qu'on rentre un peu plus en profondeur encore dans notre sujet, en quoi tu penses, de ton expérience ou même d'expérience de collègues, que le clowning, en fait, peut contribuer à la manière dont la société aussi aborde la mort et le deuil. Cet aspect justement rire, faire semblant avec beaucoup de réalité, trouver de l'humour. Qu'est-ce qui te vient comme réflexion? Et ben moi, je le vois surtout en EHPAD, avec l'autre association Clowns Hôpitaux avec qui je vais en EHPAD, où justement la mort est extrêmement taboue. Et ça reste, c'est incroyable parce qu'on sait clairement que quand on rentre dans l'EHPAD, on fait le deuil de sa vie d'avant. Il y a les familles qui font le deuil aussi d'être la famille idéale qui peut pas prendre soin de son parent. Et du coup, personne n'ose parler de la mort. Quand il y a des personnes, des résidents qui disent «Oh, moi j'attends la mort, j'ai qu'une chose, j'ai envie de mourir», même les gens qui sont autour, la famille, sont très désemparés.
Et ça peut être mais non mamie, on a encore besoin de toi, mais non mamie, ça va aller, mais non mamie. Et l'intérêt nous du clown là-dedans, c'est que le personnage il peut y aller direct. Ouais, t'as un exemple qui te vient, ou enfin un exemple ou un scénario que tu pourrais par exemple nous partager? Ouais, je me souviens de cette dame où on rentre et elle nous dit ah, de toute façon ici on s'ennuie, la seule chose qu'il y a à faire, c'est attendre la mort. Et du coup, on voit que devant sa table, elle a une tartelette à la framboise. Et ça, on sait très bien que c'est pas dans le menu de l'EHPAD. Pourtant, là, il y a une super tartelette. On va peut-être quand même la manger avant de mourir, non? Tu vois, dire ah ouais, c'est vrai. Bon, on va manger la tartelette avant de mourir. Et après, elle fait ah ouais, mais il y a que mourir. Bon, alors comment on pourrait mourir? Alors du coup, là, on essaye d'échafauder des scénarios, quoi. Est-ce qu'on peut sauter par la fenêtre? Mais non, on est au rez-de-chaussée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, du coup, on voit une photo de mariage. Je dis mais c'est qui ça? Ah bah c'est ma nièce, hein, elle s'est mariée. Tout ça. Ah c'est vachement beau. Et du coup, elle attend un enfant. Ah bah on va peut-être attendre de voir cet enfant avant de mourir. Ah ok. Donc on est ok, puis après bon, une fois qu'il sera né, comment on va mourir? Et on continue comme ça, et à un moment, elle nous dit mais il y a mon mari qui est avec moi à côté. Non, c'est pas vrai. Ils partageaient la chambre. Et elle nous raconte que elle a rencontré son mari dans le bus quand ils avaient 10 ans. Elle pleurait et pour la consoler, il lui a donné un caramel. Et nous, on était là, mais c'est trop chou. Mais on peut pas mourir sachant que t'as l'amour de ta vie qui est encore là. Et du coup, elle a fait, mais oui. En fait, du coup, le clown, c'est celui qui, dans l'exemple que tu nous donnes, ou en tout cas dans les EHPAD, avec les personnes qui sont réceptives aussi, où c'est le bon moment et que les conditions sont réunies, hein. Mais en tout cas, c'est une personne qui peut parler de la mort, en fait, qui peut s'autoriser à parler de la mort et qui va en parler non pas avec, du coup, l'image de la grande faucheuse qu'on peut avoir, qui est plutôt sombre, mais qui va tu vas me dire si c'est juste dans cette formulation, mais c'est un peu comme ça que je le ressens, qui va en jouer, qui va dire bah ok, on va mourir, un petit peu comme tu le dis, mais finalement qui va en jouer pour amener ailleurs, pour amener vers d'autres possibles, vers d'autres scénarios qui sont finalement plus jolis que le fait de mourir. Est-ce que c'est juste dit de cette manière-là? Ouais, c'est ça. J'avais suivi une formation avec une autre association qui est au Québec, et ils nous disaient que ce qui est très important, en fait, pour pouvoir aller ailleurs, faut déjà accueillir la souffrance, faut déjà accueillir ce qui va pas bien. Bien sûr. Si on le nie, c'est impossible d'aller directement vers l'humour. En fait, tu es obligé d'accueillir ça et d'en prendre acte. Et du moment que tu en as pris acte, tu peux le transformer. Il y avait cette dame aussi, on a joué une musique et elle a dit ah c'est joli, j'aimerais bien mourir là-dessus. C'était rien de foufou, hein. Et du coup on a fait les répétitions de sa mort et elle l'a raconté à ses enfants. Elle a dit mais mamie elle débloque. Et l'animatrice elle nous en a reparlé avant en disant mais elle l'a gardé et elle est partie quelques temps après. En fait, ce que tu dis quand tu parles de cette notion d'accueil de ce que la personne dit, ou en tout cas des propos par rapport à la mort, c'est le fait de légitimer et de crédibiliser les propos de la personne, les émotions, peut-être les peurs, peut-être les attentes, peut-être les envies, les besoins. C'est légitimer ça qui est vraiment une étape nécessaire pour ensuite aller vers de l'humour, c'est ça? Et vers du coup le rôle profond et principal du clown. Oui, et c'est là où on est dans du clown sensible. C'est que nous, on peut légitimer ça. On peut légitimer la colère. On peut légitimer la tristesse. Moi, je l'ai vécu avec une ado aussi, en lui disant, t'as le droit. Et nous aussi, on est en colère. Nous aussi, ça nous fait suer. Et on l'a joué plusieurs fois, cette colère, où du coup, à un moment donné, ce qui nous embête, on peut le taper, voilà, on peut le transformer et on crée une dynamique. C'est beau en tout cas, cette réflexion par rapport aux EHPAD, et on pourra parler derrière, tu l'as un petit peu abordé, mais de l'aspect pédiatrie aussi. Ce que je trouve beau en EHPAD, c'est que ça, c'était un échange qu'on avait eu toi et moi en off avant l'enregistrement de cet épisode, mais que, ben oui, du moment où on risque de sortir de l'EHPAD,
il n'y a pas 46 000 chemins, soyons honnêtes et soyons clairs. Quand on en sort, la plupart du temps, ça signe la fin de vie, ou alors soit on décède en EHPAD, ou alors on va rentrer en soins palliatifs si éventuellement il y a un besoin peut-être médical qui est d'autant plus important. Et je me souviens que tu m'avais dit cette expression que je trouve à la fois douce et difficile, mais que j'avais envie de repartager avec toi. L'EHPAD, c'est l'antichambre de la mort. Et justement, le fait tu m'avais dit aussi qu'on espérait ne pas aller en EHPAD. Encore une fois, le deuil de cette santé ou de cette vie ou de nos projections, de nos idéaux. Est-ce que tu as envie de rebondir sur cette notion-là? Oui, c'est ça, c'est que personne n'a envie d'aller en EHPAD, alors que si on va en EHPAD, ça veut dire qu'on n'est pas mort jeune, donc c'est plutôt une bonne nouvelle en soi, et personne n'a aussi envie de mettre son proche à l'EHPAD. Donc il y a comme un truc sur dans l'EHPAD, il n'y a pas de vie. Dans l'EHPAD, c'est fini. Et c'est pour ça que ça reste l'antichambre de la mort, parce que forcément, c'est le seul endroit où il n'y a pas d'espoir d'autre chose. Tu sais, c'est déjà une petite mort, quoi, en fait, le fait de rentrer en EHPAD. Mais complètement. Donc, il y a plusieurs personnes qui l'abordent différemment. Par exemple, il y en a qui vont encore très bien, mais qui sortent jamais de leur chambre, qui vont faire aucune animation, aucune sortie, parce qu'en fait, ils veulent se protéger. Parce que voir aussi les autres décliner, c'est aussi se projeter soi-même. Je sais qu'il y a un EHPAD où on va depuis 5 ans et du coup, on voit les gens partir, on voit les gens décliner et on pense souvent que comme c'est l'EHPAD, comme c'est dans l'ordre des choses, ça va moins toucher. Mais en fait, pas du tout. En fait, moi, je suis presque plus cognée en EHPAD qu'en pédiatrie. Je trouve ça super pertinent ce que tu dis. En fait, pour moi, ce qui se dessine à travers ça, c'est le besoin, encore une fois, d'en parler. Tu disais, on pense qu'à l'EHPAD, il n'y a pas de vie. Bah, c'est de remettre de la vie. Je dis souvent, moi, retisser le lien entre la vie et la mort, mais c'est aussi un petit peu ça, vu qu'on vient de dire que l'EHPAD était, en tout cas dans cette expression-là et dans le thème de notre épisode, l'antichambre de la mort, c'est retisser, en fait, le lien entre la vie à l'extérieur et la vie à l'intérieur de l'EHPAD, ou de pouvoir aussi en créer, et un besoin de sensibilisation, d'information et de pédagogie auprès des personnes vieillissantes qui un jour potentiellement peut-être iront à l'EHPAD, mais auprès aussi de leurs proches, pour que en fait on change cette image ou ces images, ces idées, ces stéréotypes qu'on peut avoir sur les EHPAD. Et moi c'est aussi ce que je propose en fait avec les ateliers en EHPAD, de pouvoir remettre de la vie, de pouvoir avoir des espaces pour penser ce genre de choses. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur aussi de partager cet épisode avec toi. Et donc justement, tu nous parlais aussi de la pédiatrie. Peut-être qu'est-ce qui est différent, même si on peut en avoir déjà un petit peu une vague idée. Qu'est-ce qui est différent et qu'est-ce que tu as envie de nous partager spécifiquement sur tes missions justement plutôt en pédiatrie? Du coup, je vais faire un parallèle, c'est que ce qui touche aussi en EHPAD, c'est que dans les yeux de la personne qu'on voit, on voit 80, 90 ans, 100 ans de souffrance ou de vie. Et du coup, en fait, ce qui cogne le plus, c'est que justement, dans ses yeux, on voit tous ces deuils. On voit que justement, il y a eu un paquet de deuils. Et quand tu as 100 ans, tu as dû en faire un paquet. Alors que quand tu vas en pédiatrie, eh ben, les yeux d'un enfant, ils sont frais. Et du coup, moi, j'aime bien l'idée que ça se nourrisse. J'aime vraiment aller dans les deux parce que du coup, je me nourris de la fraîcheur de l'enfance que j'emmène à l'EHPAD. Et en même temps, l'EHPAD me libère de plein de choses parce que on peut être un peu mal poli, on peut être un peu plus cru, on peut aller sur des sujets un peu plus tabous. Enfin, le jeu n'est pas le même. Donc du coup, j'aime beaucoup que moi, ça me libère aussi l'EHPAD. Donc j'aime beaucoup ce côté transversal. C'est super intéressant justement le parallèle que tu fais avec l'innocence en fait des enfants, enfin de te nourrir de l'innocence un petit peu des enfants et en même temps de te nourrir de la sagesse, j'ai envie de mettre ce terme-là, de toute la vie avec un grand V, avec ses hauts et ses bas, avec ses bonheurs et ses malheurs qu'il peut y avoir en fait en EHPAD. On se nourrit clairement de la sagesse parce que quand ils nous disent pourquoi vous êtes là,
on leur dit des fois, pour apprendre des choses, venez nous apprendre des choses. Et il y en a plein, enfin, je veux dire, on a toujours une prof de danse qui nous fait encore un cours de danse, qui nous dit que notre position est pas bonne, ou qu'on nous apprend, enfin, il y a des gens qui chantent mais merveilleusement, il y en a qui ont une culture de dingue. Enfin, nous, on apprend énormément de choses. Donc, on leur redonne cette place aussi. Carrément. Et du coup, donc la différence, parce que d'un côté, comme tu le disais, on peut être plus cru, on peut aller aborder certains sujets, parce que déjà, on va dire, on est face à des adultes, ce qui est déjà différent que d'être face à des enfants. Comment t'abordes les choses par rapport à un enfant? J'imagine que tu dois être peut-être d'autant plus dans le ressenti. C'est quoi un peu pour toi les différences à ce niveau-là dans le métier de clown à proprement parler? En fait, dans la pédiatrie, on a encore plus de volets, en fait, parce que du coup, on joue pour tout le monde. On joue pour les bébés. Donc, les bébés, on a plusieurs techniques qui sont plutôt sur le baby talk, c'est-à-dire lui parler, laisser de l'espace pour qu'il nous réponde. Ça, c'est important parce que du coup, il communique, lui transmettre des sourires et du coup se mettre en lien avec le parent, parce qu'un parent qui voit son enfant sourire, ça lui fait du bien parce que lui, il est tellement inquiet qu'il n'arrive plus à sourire. Et de se rendre compte que son enfant peut encore sourire, c'est incroyable. Moi, je me souviens dans l'hôpital de jour, cette maman qu'on a recroisée dans le couloir et elle nous dit merci. Je dis mais merci pourquoi? Enfin, on a fait 5 minutes d'accueil dans une chambre où on a fait des blagues sur le fait qu'il n'y avait pas de lit parce qu'il y avait qu'un siège, c'était un hôpital de jour et que la chambre n'était pas prête. Et on a fait un jacuzzi avec des bulles. On s'est dit, waouh, on n'est pas allé très loin dans la fantaisie. Des fois, on est très dur avec nous-mêmes aussi. Il n'y a pas que vous. Et du coup, on a dit, et il me dit, mais merci pourquoi? Ça faisait des semaines que j'avais pas vu ma fille sourire. Et on fait, ok, on a fait le job là. Et du coup, c'est ça la différence, c'est aussi le lien qu'il peut y avoir c'est qu'on a pratiquement toujours les parents aussi. Ouais. Et du coup, il y a une question qui me vient, et notamment sur les plus jeunes qui n'ont pas encore, justement, la parole, les mots, et cette compréhension verbale en fait du langage. J'imagine qu'on est d'autant plus dans le non verbal, enfin, il y a cette expression-là qui me vient, mais un peu ce qu'on appellerait le comique aussi de situation où on va plus jouer avec le corps, avec les expressions réellement non verbales, les expressions faciales aussi que tu vas pouvoir mettre face à un enfant, à un bébé, à un nouveau-né. Et du coup, il y a ce côté donc plutôt non verbal avec l'enfant qui a peut-être pas encore acquis le langage, et ensuite il y a cet aspect verbal qui vient avec les parents. J'ai le sentiment qu'en pédiatrie il y a vraiment un peu ce trinôme entre vous, le binôme justement de clown, le ou la patiente qui étant cet enfant, et justement ses parents qui l'accompagnent, parce que étant tout petit, généralement il est très rarement tout seul, et du coup il y a encore un autre type de relation qui se met en place, on dirait, dans ce système-là. Ouais, exactement. C'est aussi pour ça que c'est hyper important qu'on soit deux, parce que déjà c'est dur de vivre à deux, puis c'est bien qu'il y ait quelqu'un. C'est un peu comme l'escalade pour moi. Il y en a un qui grimpe, un qui assure. Et surtout sur les tout petits, où il faut souvent une seule interaction avec le tout petit. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a un qui va être dans du non-verbal ou super adapté au tout petit. Et pendant qu'il se joue cette relation, le deuxième clown peut aller avec le parent et commencer à faire de la déconnade à son niveau. Et du coup, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup cette relation-là où on dit, ah non, mais les enfants, on en a marre, ou tu vois, des choses comme ça, ou dire, il manquerait plus qu'on vienne faire rire aussi les parents, ou leur dire, vous avez vu cette cantine là, vous la connaissez parce qu'elle est top. Hein. Moi, je suis sûre que vous la connaissez, vous êtes des super parents. Tu vois, des choses comme ça qui permettent aussi D'amener de la douceur en fait. d'amener de la douceur et en même temps de pas être trop lourd, parce qu'on voit des parents qui pleurent aussi devant l'émotion d'une chanson, et du coup c'est bien aussi de les laisser avec une petite note de légèreté, c'est-à-dire que quand on les a bien plombés dans les émotions, qu'avec une belle chanson, parce qu'on a des musiciens qui sont canons, et que on adapte aussi les chansons à l'enfant, on lui met son prénom dedans, on lui recrée son univers, on le remet au centre. Et les parents, c'est incroyable de ce qu'ils vivent, de voir que
toute cette bulle qu'on met autour de l'enfant et il pleure. Et du coup, moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est de pas les laisser plomber dans cette émotion et tout d'un coup d'ouvrir la capsule tu vois, pour laisser partir les bulles. On appelle ça la courbe en U. Enfin, il y a plein de manières de l'appeler, mais justement d'avoir une descente, mais de pouvoir remonter en fait sur l'autre courbe du U. C'est ok, on est parti plonger dans une profondeur, voir quelque chose, observer quelque chose, libérer quelque chose, exprimer quelque chose. Mais après, c'est bien de raccompagner, à remonter, à revenir et à apaiser en fait cette émotion ou en tout cas ce qui vient de se passer, cette situation, ces larmes, cette tristesse. C'est dans ce sens-là. Tout à fait. Et du coup, je me dis, tu vois, en parlant, je me dis, ben voilà, c'est là où on voit aussi la subtilité de ce métier, qu'en fait, c'est pas juste un comédien qui, pendant son temps libre, va être bénévole 2 fois par mois. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup d'écoute, de porosité, et puis aussi la capacité d'être en empathie distanciée. Quand on dit on accueille, ben voilà, on accueille le parent qui vit ça. Et en même temps, il faut pas que nous, ça nous bouffe. Si on se laisse trop bouffer par cette émotion, on peut plus continuer déjà notre présence dans cette chambre est remise en question. Et surtout, ne pas oublier que derrière, il y en a peut-être encore 15 de chambres à faire. Ouais, bien sûr. Oui, c'est avoir une empathie distancée, équilibrée, mesurée. Bien sûr, on peut être empathique, mais il y a ressentir avec, il y a être aussi en compassion. Enfin, il y a plein de différences dans tous ces mots qu'on emploie parfois un peu comme des synonymes, mais c'est en fait de ne pas se laisser submerger, comme tu dis. Sinon, notre action, et je pense que tu le dis par rapport au métier de clown, mais on peut le dire par rapport à beaucoup de métiers, nos actions, ou en tout cas ce qu'on cherche à faire, ce qu'on cherche à amener, ce qu'on cherche à apporter, ben perd aussi de la valeur parce qu'on est moins disponible, on est moins apte, on est nous-mêmes submergés parfois par des émotions et parfois il y a besoin. Je veux dire, on n'est pas parfait non plus et c'est ok. Mais en tout cas de garder à l'idée cette posture en fait, la juste posture. C'est exactement ça. Nous, on parle surtout de posture. Donc, du coup, dans le clown à l'hôpital, on a besoin d'avoir une posture professionnelle et ça englobe tout ça. Et pour avoir cette posture, il faut qu'on ait beaucoup de conscience. C'est-à-dire que c'est là où c'est très difficile, c'est qu'il y a des outils. Tu vois, comme je te disais, il y a les outils du bébé, il y a les outils de l'enfant de 2-3 ans qui a peur. Donc là, on utilise souvent la marionnette. Après, il y a les outils de l'enfant à partir de 6 à 10 ans qui aime bien qu'on se prenne des portes, où on est dans le burlesque. Il y a ensuite l'ado qu'il faut pas qu'on prenne pour un naze. En fait, il faut être d'une authenticité incroyable avec l'ado. Notre bide marche très bien avec l'ado. Et tu as les parents qui sont encore autre chose. Donc, du coup, tu navigues dans tout ça. Et il faut avoir une conscience exacerbée tout en ayant à lâcher prise. Ouais, et puis dans tout ce que tu viens de dire, toute la technique. Enfin, je veux dire, voilà, on voit qu'il y a bien des outils et des ressources qui sont pas les mêmes, comme tu viens de le dire, selon les tranches d'âge, selon les publics aussi, et que ça, c'est à adapter de sorte à ce que les conditions un petit peu dont on parlait tout à l'heure pour que votre proposition, qui est rarement plutôt une demande, mais votre proposition mise à disposition d'un patient ou une patiente soit déjà soit reçue, soit acceptée, mais en plus de ça, ait un effet bénéfique, on va dire, de légèreté avec tous les bénéfices qu'on a pu justement expliciter et amener depuis tout à l'heure. Et il y a une question en fait qui me vient et que j'avais envie de te poser aussi pour conclure cet épisode, c'est de se dire ok, donc on voit toute la technicité, donc c'est-à-dire que c'est pas juste un loisir, ça on l'a bien, en tout cas on l'a bien entendu, enfin je l'ai bien entendu et c'était important de le rappeler. C'est un réel métier qui demande une formation, qui demande un diplôme, qui fait partie d'une fédération, donc il y a beaucoup de technique et de sérieux. Mais par contre, si voilà, les personnes qui nous écoutent se disent tiens, moi j'adore faire des blagues, enfin voilà, c'est dans ma personnalité de faire des blagues. J'aime bien essayer d'avoir un petit mot pour rire, pour détendre l'atmosphère, pour mettre de la légèreté. Et je me dis peut-être que j'ai des proches autour de moi, peut-être que j'ai envie de parler de la mort avec humour pour désacraliser justement la mort, peut-être que
j'ai une personne autour de moi, un ami ou un proche qui vit un deuil et avec qui j'aimerais peut-être mettre de la légèreté de cette manière-là, ou peut-être que j'ai quelqu'un à l'hôpital, jeune ou moins jeune. Est-ce que tu as soit des conseils, des ressources pour justement, on va dire, à un petit niveau de citoyen ou citoyenne, est-ce que c'est possible en fait d'utiliser l'humour à notre niveau dans ce genre de situation? Et si oui, du coup, comment? Ben, moi, je pense que la base, c'est déjà l'autodérision. C'est-à-dire que si on commence à se moquer de nous-mêmes, on va pouvoir amener aussi de l'humour de l'autre côté. Moi, je me souviens, j'ai un ami, donc toujours dans cette année cancer où j'ai fait la totale, j'ai un ami aussi qui est décédé du cancer, donc plus jeune que moi. Et quand je suis allée le voir, on rigolait parce que moi j'étais à moitié chauve, lui aussi, donc déjà c'était drôle. Mais pour moi, il y avait cette culpabilité de me dire, moi je suis en phase de guérison et pas lui, mais il faut vite le mettre de côté parce qu'on sait jamais. Et en fait, je me retrouve à le nourrir, enfin à lui donner des gâteaux trempés dans du café. Et du coup, c'était la catastrophe. Je savais pas faire. J'étais vraiment en panique. Et du coup, je me souviens qu'il y avait une psychologue qui me dit la meilleure chose à faire, c'est déjà de demander ce qu'on peut faire pour l'autre. Et je lui dis qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ben il me dit ça et je lui dis putain, je suis vraiment nulle quoi. Regarde, j'arrête pas de faire tomber le machin. Je suis une quiche. Enfin, je suis même pas. Enfin, il me dit je suis à deux doigts de te faire l'avion comme les bébés quoi. Je suis vraiment pas. Je suis pas adaptée. T'as pas de chance. Et du coup, à partir de là, ça a pu marcher parce que du coup, je le renvoyais pas sur sa situation à lui, qui était plus capable de manger tout seul. C'est que moi, je me retrouvais dans une situation où j'étais presque plus gênée que lui. Et avec un grand sourire, il m'a dit, enfin, il m'a écrit parce qu'il pouvait plus parler. Tu te débrouilles très bien. En fait, dans l'exemple que tu donnes là, tu lui as permis de dézoomer, de juste un instant quitter sa situation, changer de perspective, mettre un focus en fait ailleurs, c'est ça? Oui, et Ouais, sans me plaindre en même temps, ouais, parce que ouais, bien sûr. il y aurait ce côté-là, mais et je me souviens que je le faisais aussi avec mon oncle qui a eu la maladie de Charcot, quoi. À des moments, on arrivait à rigoler et je lui demandais aussi. Il m'a beaucoup aidé parce que j'étais en formation à ce moment-là. Donc j'allais le voir entre deux formations et je lui dis mais est-ce que t'as toujours est-ce que c'est ok pour toi qui est en fauteuil, qui peut plus utiliser tes membres, qu'il y ait des gens qui se poilent à côté de toi, qui fassent les marioles, qui rigolent parce que je t'ai vu l'autre fois avec les soignantes, vous aviez de la musique, des lunettes, c'était cool parce que nous on a aussi de se dire en clown on a nos deux jambes et il y a des gens qui n'ont pas leurs jambes et nous on fait les marioles et comment c'est perçu. Et il me disait, il y a des jours, j'en ai besoin. J'ai besoin que la vie vienne à moi. Et il y a des jours, c'est pas possible. Je veux qu'on me laisse. Et du coup, je pense que c'est ça aussi de savoir qu'en fait, on peut pas utiliser l'humour tout le temps. Tout le temps et que c'est peut-être pas possible quand on est trop proche aussi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, ça revient à cette notion de c'est une proposition, on met quelque chose à disposition de la personne, mais la personne est libre de l'accepter ou de le refuser selon son propre état à elle, en fait, de ce qu'elle a besoin, de ce qu'elle a envie sur le moment. C'est ça? C'est ça. Et du coup, je me dis qu'il y a comme un deuil à faire aussi. On est toujours là de se dire, je vais pas réussir à chaque fois. Le deuil du proche aidant parfait, idéal, où je vais tout réussir et ça va fonctionner. Non, on est aussi impuissant. Oui, exactement. Et que même en voulant, moi, je me rends compte qu'avec mon papa, j'étais plus dans une sensibilité, moins dans l'humour, parce que je pouvais pas parler de la mort avec lui parce que je ne voulais pas l'envisager. Donc, des fois, quand on est trop proche, on peut pas parler de la mort avec l'autre. Et du coup, encore moins avec humour. Encore moins avec humour. Et c'est pour ça que moi, je suis assez heureuse quand je vais en EHPAD, par exemple, parce que je me dis, leurs familles sont peut-être pas capables de le faire et moi je le fais et même si par exemple j'ai pas mis de l'humour avec mes grands-parents et ben là je sais que je fais ce travail là parce que leurs proches ne sont pas capables parce que c'est trop dur pour eux. Ah, c'est intéressant. Et donc, du coup, si on prend on prend cet angle-là en se disant, voilà, parfois en tant que proche, on n'est pas capable, mais que, au fond, j'ai quand même envie de l'aborder. Est-ce que, par exemple, tu connais des sketchs d'humour, tu vois, en parlant réellement d'humour? Est-ce qu'il y a des sketchs qui peuvent peut-être être
une amorce dans le sens une petite graine, ou alors des humoristes de manière générale, ou ça peut être aussi en mode BD, mais avec ce côté humour. Est-ce que le lien humour et mort peut être amené par d'autres supports ou par d'autres canaux? Ah, c'est intéressant parce que j'y ai pas pensé, mais ouais. Je pense après il y a des BD, tu vois, ou si tu prends, je me souviens quand j'étais ado, je lisais Pierre Tombal et c'est rigolo parce que ça se passe dans un cimetière. Donc peut-être après pour moi comme je fonctionne beaucoup à l'impro en fait, je suis très je prends ce qui arrive et je le transforme. Mais effectivement, c'est intéressant de se voir qu'il y a des gens qui ont écrit sur l'humour, ou même déjà quand tu regardes Six Feet Under, moi j'adore. Tu vois, t'as les morts les plus catastrophiques, et peut-être ça peut donner aussi des pistes. Mais je pense que quand tu es trop près de la mort, ça devient difficile. Carrément. Bon, en tout cas, j'essaierai de trouver peut-être quelques ressources. Si t'en as qui te viennent, hésite pas, je les rajouterai en lien dans l'épisode, parce que voilà, je pense que ça peut être peut-être soit une préparation, une amorce, ou en tout cas un canal intéressant s'il y a cette notion d'humour, mais que de par votre proximité, de par vos émotions, de par plein de raisons dont la liste n'est toujours pas exhaustive, vous sentez pas, et il peut y avoir aussi, en fait, utiliser des ressources extérieures pour permettre de parler de ces sujets tabous, et finalement, c'est casser en fait le tabou autour de ces sujets. Sandra, je te remercie infiniment pour cette interview et pour justement d'avoir parlé de ce métier de clown avec moi, et d'avoir permis en fait d'offrir des perspectives sur en quoi ça peut être pertinent par rapport à la mort, par rapport au deuil, encore une fois au sens large et pluriel. Est-ce que tu as une phrase de conclusion? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé qui te semblait important et que tu voulais mentionner? Dis-moi tout, la parole est à toi. Non, mais du coup, effectivement, je me rends compte qu'à l'hôpital, il y a beaucoup de deuil, et qu'on pense souvent que le deuil, c'est la mort, mais il y a le deuil de la famille idéale, il y a le deuil de la santé idéale, il y a le deuil aussi, on voit beaucoup, moi je vois aussi beaucoup d'enfants amputés, donc en fait, il y a ce deuil-là aussi de partie de soi, comment on se réinvente avec tout ça. Et que malgré tout ça, malgré tout ce qui peut nous faire peur dans l'hôpital, il y a beaucoup de vie. Et moi, je viens de le vivre. Je commence tout juste à aller en néonat, en réanimation néonate, et je pensais que ça pourrait faire peur parce que du coup, c'est un bébé qui voit pas qui est pas entré dans la vie comme il aurait dû. Et en même temps, c'est tellement, tellement la vie, cet endroit-là, que voilà, qu'en fait tous ces lieux où on pense que c'est l'antichambre de la mort, en fait c'est la vie. Merci pour cette belle phrase de conclusion qui remet de la vie en fait, qui remet de la vie, qui montre que c'est pas parce qu'on parle de ces sujets que c'est forcément que horrible, déprimant et difficile. Il peut y avoir aussi des énergies plus positives, plus porteuses d'espoir, plus salvatrices en fait. Et en tout cas, je pense que c'est ce que tu nous as offert aujourd'hui. Donc écoute Sandra, encore un immense merci. Et puis moi je te dis à très bientôt du coup. Merci beaucoup pour l'invitation. En parlant de ces sujets, nous leur faisons une place dans nos sociétés. Et c'est ainsi que les tabous peuvent se lever. Je suis vraiment convaincue qu'il est possible de développer notre résilience face à la finitude et au deuil de nos vies. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner et noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous et sur vos réseaux. Merci pour votre soutien, et sachez que vous pouvez même faire un don. Si vous traversez un deuil et que vous souhaitez être soutenu sur ce chemin, réservez votre séance découverte pour me poser toutes vos questions et connaître ma philosophie d'accompagnement. Mais d'ailleurs, que voulez-vous au menu dans les prochains épisodes ?